Alors, je vais aborder le sujet du syndrome métabolo-cardio-rénal en quelque sorte, sous l'angle de la cardiologie, puisque c'est la déformation professionnelle. Donc, vous connaissez ce monsieur? Non. Normalement, on devrait tous le connaître. Si on vous dit le nom Eugène Braunwald, si ça vous dit quelque chose, c'est l'encyclopédie de la cardiologie. C'est un des plus anciens, celui qui a le plus fait au monde pour la cardiologie moderne. Eugène Braunwald. On a étudié dans ces gros livres, pour ceux qui connaissent, eh bien, il s'est intéressé, il est assez âgé actuellement, il assiste encore au congrès de cardiologie et il s'est beaucoup intéressé. Donc ce syndrome qui a commencé cardio-rénal, eh bien, il a été en quelque sorte, ça reprend des choses qui sont très anciennes au début du siècle. Et Eugène Braunwald est né en 1929, qui lui fait, si on sait bien calculer, 96 ans, je pense. C'est ça? Oui ou non? Voilà le livre, pour ceux qui peut-être reconnaîtraient le livre, le Braunwald. Et pour commencer, concernant ce syndrome, il y a des papiers, celui-là c'est 2019, sur le syndrome cardio-rénal, où ils avaient toute la classification. Elle a été revue actuellement, mais je peux vous dire que cette classification qui était en 5 groupes, en fonction, est-ce que le syndrome cardio-rénal a commencé par une atteinte cardiaque? On va voir ici au premier, le type 1, ça s'appelle acute CRS, et c'est le syndrome coronaire aigu qui résulte du choc cardiogénique et de l'insuffisance rénale aiguë. Eh bien, l'insuffisance cardiaque va aboutir à une insuffisance rénale. Dans le deuxième, ça c'était l'aigu. Le deuxième, c'est une insuffisance, ça va aboutir à une insuffisance cardiaque chronique. Dans le 3, c'est le contraire. C'est l'atteinte rénale qui aboutit ici c'est l'acute rénocardiac syndrome, AKI, donc l'insuffisance rénale qui va aboutir à une insuffisance cardiaque aiguë, insuffisance rénale qui aboutit à une insuffisance cardiaque ici chronique. En tout cas, cette classification a été modifiée, mais c'est juste pour savoir qu'il y a une intrication entre les deux, entre le rein et le cœur, à l'aigu et au chronique. Mais franchement, ça a été revu parce qu'il y a tellement d'intrications entre le rein et le cœur qu'actuellement, cette nomenclature, elle est, on va dire, dépassée. Et on ne parle plus de 1, 2, 3, 4, 5. Si on voulait les simplifier, ces 5 types, le 1 et le 2, comme on l'a vu, c'est le cœur qui est responsable d'une insuffisance rénale. 3 et 4, c'est le contraire, c'est le rein qui est responsable d'une insuffisance cardiaque. Et le type 5, c'est simultanément les deux organes sont malades. Et voilà. Donc ici, c'est les différents liens qui existent entre les deux, entre le cœur et le rein. Et ce qui est un petit peu nouveau, ça a été revu et ça s'appelle le CKM actuellement, cardiovasculaire kidney métabolique, puisqu'on a ajouté le métabolique à cette définition, et CKM. Et ce qui m'a un petit peu choqué, c'est qu'en 2025, c'est-à-dire cette année-là, à la Société européenne, Braunwald lui-même, Eugène Braunwald, est en train de parler à 96 ans de ce nouveau syndrome, puisqu'il a suivi, il a vécu depuis le début. Et c'est très intéressant ce qu'il a dit. La complexité de ce syndrome, elle a besoin d'avoir des connaissances et beaucoup d'outils en néphrologie et en cardiologie. Et on a besoin d'une nouvelle spécialité qui serait le néphrocardiologue ou le cardio-néphrologue, parce qu'il y a tellement
d'intrication entre les deux. Bon, je vais commencer par CO, c'est cardiac output, le débit cardiaque. Quand il y a un débit cardiaque, après il y a vous avez ici le débit de filtration glomérulaire. Et voilà ce qui se passe au niveau du rein. Et on va essayer de comprendre la relation entre le rein et le cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand il y a une baisse du débit cardiaque, automatiquement une baisse du débit de perfusion rénale et donc diminution pour maintenir le GFR, Glomerular Filtration Rate, donc le DFG. Pour maintenir le DFG, le rein doit s'adapter. Et comment il fait pour s'adapter? Eh bien, grâce au système rénine-angiotensine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va court-circuiter les néphrons longs et donc il va faire une route qui est beaucoup plus courte en évitant les néphrons longs où il y a donc qui risquent de nécroser puisqu'il y a une baisse du débit. S'il y a une baisse de débit, ils risquent de nécroser, donc on les met au repos automatiquement. C'est le rôle du système rénine-angiotensine et c'est là, en quelque sorte la réponse neuro-hormonale et ça permet de maintenir le volume et le débit de filtration glomérulaire. Eh bien, comme il faut être cardio-néphro, on va faire de la néphro pour comprendre par la suite qu'est-ce qui se passe. Alors, essayez de suivre ce qui se passe. Ici, c'est un débit de filtration rénale qui est normal. La pression dans l'artère afférente à 110, elle est autour de 20 dans la chambre glomérulaire. Et il y a une filtration, puisque ici, dans la chambre urineuse, elle est de 5, il y a une filtration sous la pression. Voilà, c'est cette pression-là. Eh bien, ça, c'est une situation normale. Alors, le syndrome cardio-rénal, et je commence par exemple un état où il y a une insuffisance cardiaque. Comment est-ce que l'insuffisance cardiaque va perturber et va aboutir à cette insuffisance rénale? S'il y a une insuffisance cardiaque, la pression de perfusion au niveau de l'artériole afférente, elle est diminuée, la pression dans la chambre glomérulaire est diminuée et il n'y a plus assez de gradient. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il n'y a pas assez de gradient, il n'y a plus de filtration. Et s'il n'y a plus de filtration, eh bien, la fonction rénale est altérée puisqu'on va court-circuiter carrément. Le glomérule va passer de l'artère afférente à l'artère efférente et qu'il n'y ait plus de filtration. Ça, c'est un peu l'exemple de l'insuffisance cardiaque. On peut, par exemple, parler des hypovolémies. Une personne qui vomit beaucoup, elle est déshydratée, elle est en hypovolémie. C'est le même mécanisme qu'ici. La pression artérielle, chaque fois que la pression baisse, eh bien, on aura une atteinte au niveau du rein puisqu'il n'y aura plus ou très peu de filtration glomérulaire. Donc ce qui s'applique à l'insuffisance cardiaque peut s'appliquer à plein d'autres pathologies comme par exemple les vomissements, la diarrhée. Et entre parenthèses, on va voir le rôle des IEC dans cette situation. Pourquoi le rôle des IEC? Parce que fait l'organisme pour préserver la filtration glomérulaire? Eh bien, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Eh bien, il va dilater l'artériole afférente et il va faire une vasoconstriction de l'artériole efférente sous l'effet de l'angiotensine 2. C'est la circulation. 12 menena. Et si on fait une vasoconstriction ici, eh bien, on pousse le débit de l'artériole afférente à reprendre un débit de filtration glomérulaire qui est normal. C'est que l'angiotensine 2 a un rôle capital pour maintenir la fonction rénale dans les situations comme l'insuffisance cardiaque ou toute baisse du débit de filtration glomérulaire. Les deux sont importants, l'angiotensine 2 et les prostaglandines 2. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je vous ai dit attention aux gens qui prennent des IEC, c'est un message important pour la pratique de tous les jours. IEC et ARA2 qui font des diarrhées ou des vomissements, arrêtez
l'IEC et l'ARA2 quelques jours, parce que fait l'IEC et l'ARA2? Eh bien, il empêche l'action de l'angiotensine 2. Alors, il y aura la baisse de pression ici, mais il n'y aura pas la vasoconstriction ici, c'est-à-dire qu'on va aller droit vers l'insuffisance rénale, si on ne les arrête pas. Donc, il faut les arrêter quand on va commencer, quand il y a des diarrhées, des vomissements, une hypovolémie, et il faut y aller doucement dans l'insuffisance cardiaque, des doses par paliers progressifs. Donc, c'est un petit peu comme ça la relation entre, on va dire, entre l'insuffisance cardiaque qui va donner une insuffisance rénale. Et vous avez vu donc cette relation entre insuffisance cardiaque et insuffisance rénale. Et il y a aussi un autre élément, c'est le retour veineux qui est augmenté dans l'insuffisance cardiaque. Voilà, les relations, elles sont comme ça. Et je voudrais vous dire, ce qu'on vient de voir, c'est le neuro-hormonal et l'expansion volémique. Maintenant, il y a autre chose qui interfère entre les deux, et ça, on l'a découvert avec les biomarqueurs. Depuis qu'on utilise le BNP et le NT-proBNP, eh bien, on se rend compte que dans l'insuffisance cardiaque, eh bien, il y a une corrélation entre le taux et l'atteinte rénale. C'est-à-dire que ces marqueurs, myoglobine, MPO, BNP, troponine, sont des marqueurs qui peuvent augmenter dans l'insuffisance cardiaque et dans l'insuffisance rénale. Et s'ils sont élevés, ben, sachez que ce syndrome a commencé dans un sens ou dans l'autre, puisque quand il y a une insuffisance cardiaque, ces biomarqueurs sont en quelque sorte un marqueur de cette insuffisance et ils vont interférer avec le rein. Et il y a d'autres biomarqueurs qui sont surtout rénaux, dans l'autre sens, vous les avez sous les yeux, chaque fois qu'ils augmentent, ça va aggraver l'insuffisance cardiaque. Donc, ceux-là sont des marqueurs cardiaques qui vont aggraver le rein, ceux-là sont des marqueurs rénaux qui vont aggraver le cœur. En quelque sorte, c'est le lien entre les deux. Alors, à côté de ça, ça n'augmente pas, ce n'est pas uniquement l'insuffisance cardiaque, ces marqueurs-là vont être aussi aggraver l'inflammation, l'athérosclérose, le remodelage, vont faire beaucoup de perturbations au niveau cardiaque, pas uniquement l'insuffisance cardiaque. Et je vous l'ai dit, l'inflammation joue un rôle prépondérant. Et là, on arrive au M de métabolique, parce que depuis tout à l'heure, on est dans le C cardiaque et le R de rénal, mais là, on est dans le métabolique. Eh bien, on se dit, le troisième facteur dans ce syndrome cardio-réno-métabolique, c'est l'inflammation, l'oxydation et l'insulinorésistance. Vous allez me dire, d'où ça vient tout ça? Eh bien, d'où ça vient tout ça qui va aggraver à la fois le cœur et le rein? Ah, c'est très important, puisque quelque part, si elle aggrave les deux, c'est qu'il y a autre chose que notre classification 1, 2, 3, 4 qui ne tenait pas beaucoup en compte l'inflammation et l'oxydation. Eh bien, d'où ça vient? Regardez. Ça vient de là. L'excès et la dysfonction du tissu adipeux, c'est-à-dire les adipokines et les cytokines, eux sont responsables de l'inflammation. Cette inflammation aggrave le cœur et le rein. Donc au début, on a vu la relation cœur-rein comme on la connaissait il y a longtemps, mais depuis 2023 et la nouvelle définition, vient s'ajouter quelque chose qui aggrave les deux en même temps. C'est ça, inflammation, stress oxydatif, et ça vient du tissu adipeux, des adipokines et des cytokines. C'est très important, ça a changé la compréhension. On ne parle plus de syndrome uniquement cardio-rénal, mais de syndrome cardio-réno-métabolique. Et vous voyez que c'est un peu la cause de tout. C'est pour ça que les messages qui sont passés, c'est d'éviter d'avoir cet excès d'adipokines et de cytokines. Et toute obésité va exposer à cet excès. Et il y a, vous le savez, en cardiologie et chez vous aussi, je dirais en diabétologie, le rôle des GLP-1, et on comprend très bien sur l'inflammation. Et donc c'est un paramètre très important, et on se rend compte que l'inflammation
est un paramètre capital dans la genèse de l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, rénale et du diabète. Voilà. Alors regardez, ça c'est le schéma original. Il y a les 4 composantes qui jouent un rôle important dans la genèse de ce syndrome cardio-réno-métabolique. 4 composantes. Et vous voyez ici, ça c'est le schéma original. Ça c'est celui que j'ai bien voulu vous présenter étape par étape. Mais si vous voulez la référence sur Circulation 2023, vous allez trouver ce schéma-là et vous y ajoutez la MASLD, donc, ou la NASH, ou comme vous voulez l'appeler, l'atteinte hépatique qui vient se surajouter, qui potentialise l'effet de la dysfonction des adipocytes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de papiers concernant l'obésité. La glomérulopathie liée à l'obésité, c'est quand même une notion relativement nouvelle, avec plein de mécanismes potentiels qu'on ne va pas détailler, et on comprend le rôle des GLP1 agonistes, des ISGLT2 qui vont bloquer ça. Donc, je dirais, le rôle de l'inflammation et de la fibrose, il est central. Ces cytokines et adipokines sont au centre de tout, de la fibrose myocardique, des perturbations métaboliques, de la dysfonction des organes et au centre de toutes ces pathologies-là. Et donc, regardez ce schéma, il est vraiment très intéressant, tiré du même papier, puisque ça commence par la génétique et l'épigénétique, et vous voyez que dans l'obésité, dans ces cytokines et adipokines, eh bien, il y a plusieurs phénomènes qui vont se surajouter à la génétique et épigénétique, microbiote, les hormones, les traitements, le stress, le rythme cardiaque, etc. Ça retentit sur le comportement, sur les relations, et il y a des relations entre les personnes, et vous voyez que ça impacte tout. Et je crois que notre rôle en tant que médecin, et vous en particulier, je dirais moi, c'est d'essayer de combattre un petit peu cette obésité à son début pour ne pas arriver à ces pathologies-là. Et c'est ce qu'ils appellent, c'est un social determinant of health. L'obésité est un déterminant social de la santé et c'est important, donc ce sujet est bien. Et la conclusion de Brunwald, ce qui a commencé dans les anciens temps et les connexions entre le rein et le cœur a évolué du syndrome cardio-rénal au CKM, Two Common and Related Syndrome. Ils sont reliés, donc les deux sont reliés et on doit les reconnaître, les traiter et on a encore beaucoup de choses à apprendre de tout ça. C'est de Brunwald. Mais j'ai volontairement laissé quelques minutes puisque je crois que j'ai encore du temps, n'est-ce pas, messieurs les présidents? D'après 3 minutes 3 minutes, oui. J'avais cru que c'était 30 minutes, mais je pense qu'il y a la discussion avec les 30 minutes. C'est ça? Oui. D'accord, c'est bon. Je voulais juste parler quelques mots de l'insuffisance cardiaque, si vous permettez, puisque tout ça, c'est l'insuffisance cardiaque, et que vous allez devoir suivre des malades, même si vous ne le faites pas, ils ne viennent pas pour le cœur, il faut reconnaître une poussée qui va se préparer, parce que ce qui est très grave chez les insuffisants cardiaques, à Omamzienne, et à un moment, un beau jour, ils vont décompenser. C'est quelque chose de fréquent. À la sortie de l'hôpital, si on est hospitalisé pour insuffisance cardiaque, eh bien, un quart des personnes reviennent après 1 mois avec une nouvelle poussée. Et vous allez les croiser chez vous qui viennent pour autre chose, peut-être, et il faut savoir dépister, détecter la poussée d'insuffisance cardiaque. C'est des choses très importantes. Et aujourd'hui, avec l'IA, ça a beaucoup avancé. On arrive à détecter le suivi des insuffisants cardiaques grâce à l'IA. Vous savez, le premier signe que vous devez détecter,
on le sait, c'est l'aggravation de la dyspnée. Et on a des outils aujourd'hui, comme celui-là, CardioHear, qui va détecter la voix, et il est très sensible, et il va détecter une pousse et un OAP 24 jours avant qu'il n'apparaisse. Regardez, 24 à 26 days prior to first heart failure event, un mois avant qu'il y ait, juste en enregistrant la voix de l'individu, on sait est-ce qu'il approche de faire un œdème du poumon. Et c'est des choses qui ont été validées. Validation of a speech analysis application to detect worsening of heart failure. Ça veut dire on va détecter l'insuffisance cardiaque. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais juste sachez qu'il y a plein de choses qui avancent grâce à l'IA en cardiologie, et en particulier en insuffisance cardiaque. Et même le traitement de l'insuffisance cardiaque aujourd'hui est très avancé. Je vais vous dire ma dernière minute, et puis j'arrête. Est-ce que vous connaissez AlphaFold? Non, AlphaFold. Je prends une minute pour conclure sur ça, si vous permettez. AlphaFold, c'est une boîte qui, maintenant, elle fait le AlphaFold 1, 2, 3. Au début, c'était des ingénieurs et médecins qui ont compris que la structure primaire d'une protéine est responsable de la structure secondaire, tertiaire et quaternaire, c'est-à-dire l'alignement des acides aminés, l'ordre d'Yelhoum, c'est lui qui va diriger est-ce qu'on va tourner à droite ou à gauche et à quel endroit. La morphologie quaternaire, elle dépend de l'ordre d'Yelhoum. Comme il y a plusieurs acides aminés et plusieurs possibilités, ça fait des millions de possibilités, et grâce à l'IA, des ingénieurs se sont dit je peux reconnaître la forme à l'avance en fonction des acides aminés qui la composent. Je peux comprendre l'interaction. Et regardez, ces trois messieurs, ils ont eu le prix Nobel. Je crois que c'est très important à partager parce que aujourd'hui, ces trois messieurs, les vrais, les voilà, ils ont eu le prix Nobel de chimie en 2024. Eh bien, pour ça, pour le computational protein design, et ils arrivent aujourd'hui à faire beaucoup. Aujourd'hui, AlphaFold 3, elle peut, au lieu de mettre 15 ans pour trouver une molécule nouvelle dans l'insuffisance cardiaque, peut-être qu'en 15 jours ou 20 jours, on va arriver très vite, puisque avec l'IA, on sait exactement quelle molécule il faut chercher et sur quel site elle va agir. Et je vous remercie.